Mais nous, quand on voit un ensemble et qu'on se dit que cet ensemble de dégâts est lié systématiquement à l'humain, on se dit dans ce cas-là, attention, c'est peut-être... Mais qu'il y avait des races qui étaient plus disposées dans leurs instincts à ça. Et bizarrement, à l'inverse, j'ai envie qu'ils ne soient pas contents de me voir revenir. D'accord ? Pourquoi ? Bizarre ça. Bizarre. Ouais. Forcément, la question qui tient tout le monde en haleine, j'espère, c'est de savoir si on en guérit en fait de ça, enfin si les chiens en guérissent. Petite cacahuète. Petite cacahuète, ouais, j'ai pas Et les pris. petits chips, ça peut être pas mal. Normalement, c'est au patron de prendre tout ça, hein, c'est pas à l'employé. Il n'y a pas de patron ici. Pas de patron avec des Pas de collaborateurs. patrouille. Il n'y a pas de patron, il n'y a pas de patron. Il y a que des collaborateurs ici. Alors, On est pas mal dans ces petits coins. ça te va ? Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Il manquait des petits trucs quand même. Un petit fond et tout, mais bon, ça Un va petit venir. fond, ouais, un petit va fond. Et puis, ouais, sinon Les bouquins c'est et plutôt tout, chaleureux. Ouais. Les bouquins, on a l'impression on est des génies d'avoir lu Ouais, tout ça. on est des grands lecteurs, vous voyez. On a lu Kant, Freud, le Freud du Non, chien. mais quand même, on a pas mal de trucs différents. Tu te Ouais. rends compte, tu sais, tu l'as pas vu celui-là d'ailleurs. Je vais le rendre à une de mes stagiaires. Le chien et son langage. Ouais, Animalin, c'est Animalin qui a créé ça. Oh. Ouais, faudrait que je Il est vraiment bien. Faudrait que je le lise. Je l'avais pris pour le chevauchement. Ouais, Pour avoir les final. détails sur le chevauchement. Mais Au bon, final, j'ai pas eu de détails. la réponse. J'ai pas eu de réponse absolue. J'ai toujours quelques interrogations sur ça. Bah ouais. Dans certaines situations en tout cas. Ouais, certaines situations toujours. Du coup, bienvenue à vous tous qui nous écoutez aujourd'hui. Et oui, on change de position. C'est moi qui vais prendre un peu la main, pardon, sur Les les mains. questions. Ouais, les mains, j'en ai deux. Sur les questions, on s'est dit qu'on allait traiter un sujet en particulier et que moi j'allais jouer le rôle en fait du propriétaire lambda, puisque bon, en soi, je suis pas si éloigné que ça. J'ai une bonne connaissance, mais j'ai pas toutes les réponses non plus. Et que Gaëtan, grand éducateur, beau, intelligent, et tu penseras J'aime au bien chèque ça. à la fin du mois, allez répondre à toutes ces questions. Et le sujet d'aujourd'hui, j'ai choisi l'anxiété de séparation, parce que c'est quelque chose qu'on croise quand même assez régulièrement, à des niveaux et des degrés différents. Mais voilà, on voulait vous parler un peu de ce sujet, de qu'est-ce que c'est, de comment... voilà, toutes les questions, je vais les poser au fur et à mesure. Je ne vais pas griller mes cartouches au début. mais voilà, donc du coup... Un sujet complexe, hein, un sujet complexe et très difficile en tant qu'éducateur. Et c'est quand même en fait des cas à chaque fois en fait qui se résout pas en une journée quoi. C'est forcément en fait c'est de l'émotionnel et ça prend du temps. Et l'humain joue un rôle essentiel parce que si le chien est hyper attaché, c'est que l'humain l'est aussi. Et du coup, c'est un sujet très intéressant et très complexe. Très complexe. Bah oui, forcément. forcément. Du coup, on va commencer forcément avec le début. Hein. C'est, qu'est-ce que c'est pour toi l'anxiété de séparation ? C'est le chien en fait qui a du mal à voir partir son propriétaire, à être détaché de son propriétaire et qui part du coup dans un état émotionnel beaucoup trop haut et perd le contrôle de ses émotions jusqu'à faire différents comportements qui sont des symptômes en fait et souvent on nous appelle pour ces symptômes-là. Mais en fait, c'est juste, c'est pas ça qu'il faut régler. Ce qu'il faut régler, c'est l'anxiété de séparation. Et du coup, les symptômes, ça peut être l'automutilation, ça peut être la malpropreté, ça peut être les vocalises, ça peut être certains dégâts. Encore une fois, c'est en fonction de la situation. C'est pas parce que mon chien fait de la malpropreté en absence qu'il est forcément anxieux. C'est pas parce que mon chien il fait des dégâts en absence qu'il est forcément anxieux. Tout ça, ça dépend. Il faut pousser beaucoup plus les choses. Je sais pas si tu as prévu qu'on les pousse après ou on les pousse maintenant. Non, on peut les pousser là. On peut les pousser là. Donc, par exemple, sur les dégâts, un chien qui va faire de l'anxiété de séparation, il va faire une certaine forme de dégâts. Donc, ça va être les dégâts sur les portes de sortie, par exemple, pour essayer de rejoindre son propriétaire. Ça va être des dégâts sur tout ce qui est lié à l'humain, tout ce qui est lié en fait aux odeurs de son humain. D'accord ? Donc, ça peut être au niveau des mains, au niveau du sexe, au niveau des pieds, au niveau de la tête, toutes les extrémités humaines. Quoi, d'accord ? Et pourquoi ? Parce que le chien devient drogué de son humain. Il a besoin de son odeur, de ses hormones, de tout ce qu'il dégage. Il a besoin de ça pour être bien, comme un fumeur avec ses clopes, quoi, d'accord ? Et du coup, dès qu'il n'y en a plus sa dose, il va essayer d'aller rechercher un endroit
où il peut avoir sa dose, quoi, d'accord? Et souvent, ça va être les petites culottes, ça va être en fait les chaussettes, ça va être la télécommande de la télé pour celui qui squatte le canapé. Ça peut être, plein de choses, hein. J'ai déjà vu le bonnet aussi, écharpe, ça peut être l'emplacement dans le fauteuil, ça peut être énormément de choses. Mais nous, quand on voit un ensemble et qu'on se dit que cet ensemble de dégâts est lié systématiquement à l'humain, on se dit dans ce cas-là, attention, c'est peut-être une forme d'anxiété de séparation, quoi, d'accord? Et après, sur l'automutilation, c'est une automutilation qui est souvent une plaie de léchage au niveau du poignet, d'accord? Ça peut être aussi sur le dessus de la queue, sur vraiment à l'extrémité de la queue, mais ça, c'est plus sur des chiens qui vont en plus être un petit peu trop actifs, quoi. Et après, sur la malpropreté, on a la malpropreté, bien sûr, si on isole, par exemple, un chien en cage ou en parc qui est anxieux et qui monte trop en pression, il peut faire la malpropreté parce que tout simplement, il perd le contrôle de ses émotions, il est beaucoup trop haut et du coup, ses sphincters lâchent et puis il s'est fait dessus. Après, ça peut être aussi sur, encore une fois, le lit, sur le fauteuil, sur le manteau du propriétaire qui est tombé par terre. Mais encore une fois, c'est une forme émotionnelle. Il ne fait pas exprès de pisser là-dessus. D'accord, c'est juste qu'il va sur le manteau, il va sur le fauteuil, il va sur le lit et il monte tellement haut en pression qu'encore une fois, il lâche ses sphincters à ce moment-là. Voilà, ce qui est différent du marquage ou de la malpropreté lambda, quoi, d'accord? Donc voilà. Toi, dans ta Oh, attends. Petite pause. petite pause. Ah, fuck. Pause technique. Pause technique, pas être un portable, comme à l'école. Voilà, c'est pas grave. Baisser Moi, j'ai pu boire ma dose de café, ma drogue. Je vais dire son numéro de téléphone du coup. Je mettrai des bips. Tout le monde l'appellera pour se venger. Non, mais voilà, pour reprendre le relais, vous en tant que professionnel, enfin du coup toi dans ton expérience, quand tu arrives chez quelqu'un, c'est quoi les premiers signes qui te disent oula, là je vais devoir travailler dans l'anxiété de séparation, enfin qu'est-ce qui te saute aux yeux habituellement? Ce sera toujours du coup mon chien, souvent c'est des vocalises, d'accord. Mon chien fait beaucoup de vocalises, du coup les voisins ils râlent. En fait sur un chiot malheureusement c'est un petit peu normal. Mais on ne peut pas parler d'anxiété de séparation sur un chiot, c'est ça que je veux dire. Alors, il y a beaucoup de monde qui va vivre ça. En fait, on adopte son chiot, on le laisse tout seul en fait, pour aller travailler, on le laisse tout seul au bout de 3-4 jours parce que, à un moment donné, c'est sa vie, quoi. Et à ce moment-là, il peut faire des vocalises. D'accord. Mais bon, pour un chiot, je dirais que c'est pas de l'anxiété de séparation, c'est juste que forcément, il y a un détachement, que lui, il comprend pas, ça crée beaucoup d'émotions. En plus, c'est un chiot, donc il les contrôle pas, donc il va être un petit peu excessif, quoi. D'accord. Après, sur un vrai anxieux, on va avoir un chien adulte. On va avoir un chien qui va être collé à son propriétaire, qui va toujours demander des caresses, qui va nous suivre partout, qui la propriétaire ne pourra même pas aller aux toilettes, aller en fait se laver. Le chien sera toujours systématiquement en fait avec cette personne-là, cet individu-là, déjà au quotidien. Et après, on va voir effectivement tous les symptômes que j'ai dit avant en absence. Et l'ensemble peut me faire penser que c'est de l'anxiété de séparation. D'accord. Ok. Du coup, forcément, là, on a les causes, enfin, on a les symptômes, on va dire, de cette pathologie-là, mais du coup, on va aller rechercher les causes. Et pour toi, du coup, c'est quoi les grandes causes? On va pas toutes les faire parce qu'il y en a beaucoup, Ouais. mais les grandes causes de l'anxiété de séparation qui va créer ce trouble chez le chien. Il y a plein de choses. Il y a le fait que on va partir du chiot, par exemple. On adopte un chiot, on n'a pas pris un chiot pour que ce soit un pot de fleurs ou pour qu'il soit tout seul dans un jardin, quoi. Donc forcément, qu'est-ce qu'on fait? On le câline, on est tout le temps avec lui, on répond en fait à fond à ses demandes, à son contact physique, etc. Parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de partager des moments avec lui et de kiffer avec lui. Oui, Sauf que si on fait ça au quotidien et qu'en plus, par exemple, on a pris, je vais dire une connerie, mais on a pris un mois de vacances, la nuit, il dort avec nous parce qu'au début, en fait, on a lu que c'était bien de dormir avec nous, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. On va pas faire ce débat-là, mais c'est pas faux. Mais du coup, on renforce. Et puis ça, on le fait pendant 5, 6, 7, 8 mois. Après, forcément, le chien, en fait, il est plus capable de rester seul. Voilà. Mais bon, si la personne travaille, si les personnes travaillent, les personnes de la maison travaillent, si le chien, naturellement, dès qu'il est chaud, il se retrouve seul de temps en temps, aléatoirement, il va assez rapidement en fait comprendre que c'est pas si grave et que ça fonctionne comme ça. Maintenant, si la personne elle a été en plus blessée et du coup en fait à cause de ça, elle se retrouve isolée à la maison pendant 5 mois, au moment où elle a le chiot,
ça pourrait vite, voilà, partir dans tous les sens et créer l'anxiété de séparation. Maintenant, il faut savoir que la mère, à la base, crée ce détachement-là. Et que normalement, l'humain devrait profiter de ce détachement-là et de renforcer ce détachement-là. Mais normalement, quand on adopte à 2 mois, il y a déjà une sorte de détachement qui est fait entre la mère et le chiot si la mère a été efficace. Encore une fois, si l'éleveur a enlevé le chiot trop rapidement de la mère, ça peut créer en fait des troubles en fait comme de l'hyperattachement en fait au départ. Mais encore une fois, sur un chiot, on ne va pas parler d'anxiété de séparation tout de suite, quoi, d'accord, parce que ça reste un apprentissage et parce que voilà, il va pas être anxieux à ce point-là, quoi, d'accord. C'est rare en tout cas. Ou alors il faut vraiment qu'il n'y ait pas eu de parents du tout. Donc, Ce qui est fort peu probable, parce que ouais, sinon, ça. ça veut dire nutrition biberon chez l'éleveur et tout ça. Enfin, ça Voilà. fait vraiment Par des contre, c'est chiens, possible, ça existe, mais ouais, c'est rare. c'est très rare, mais ça existe. Et l'humain qui reprend un petit chiot de 3 semaines, qui était dans la rue ou je ne sais quoi, et qui le nourrit au biberon, et du coup qui renforce à fond ça. Ah là là, ouais, par contre là, ça peut vite partir quand même, hein. Donc, faire attention à ça. Et après, il y a notre quotidien, encore une fois, une situation malheureuse de la vie, c'est-à-dire un décès, une blessure, un divorce ou je ne sais quoi, qui fait qu'on se rattache au chien, on envoie toutes nos émotions sur le chien, on se renforce sur lui, et en plus, il suffit qu'on ne travaille plus parce que justement on est mal, et du coup, en fait, on crée quelque chose de très fort, très dur pendant quelques semaines. Ben après, ça peut vite repartir dans tous les sens. Faut savoir que par exemple, les professeurs qui ont 2 mois de vacances, la chance, et ben en fait, après, en septembre, il y en a certains qui nous appellent parce qu'ils ne se rendent pas compte. Ils passent 2 mois avec leur chien à fond, tous les jours, à sortir, à créer plein de choses. Et d'un seul coup, hop, du jour au lendemain, le chien il se retrouve toute la journée tout seul. Bah lui, il comprend plus, quoi, d'accord. Et du coup, ça peut créer une petite dérive en fait à ce moment-là. Et après, il y a aussi les adoptions LPA, dans la même idée que le chiot. C'est-à-dire que on adopte un chien, en plus on sait qu'il a vécu des choses pas forcément très positives. Bah, notre idée derrière, c'est encore une fois de lui donner le plus possible au départ et de le mettre dans les conditions les plus positives possibles, ce qui n'est pas débile de penser ça. Mais le problème, c'est encore une fois, parce qu'on a peut-être pris une semaine de vacances, parce qu'on a peut-être prévu beaucoup de temps pour le chien en fait, au départ, et d'un seul coup, on repart dans notre routine quotidienne, et lui prend une grande claque à ce moment-là, et il peut ne pas comprendre, et du coup, partir dans tous les sens. Le détachement qui est fait en fait, avec le refuge crée un attachement au propriétaire beaucoup plus fort lors de l'adoption. D'accord. Du coup, ça peut créer beaucoup plus de dérives en fait, à ce moment-là. Ouais, je pense que c'est plus ça les causes. Et après, il y a des causes qui se font aussi dans le temps, hein. Je veux toujours que mon chien soit avec moi. Voilà. Mais ça se crée dans le temps. C'est que vraiment, tout le temps, je renforce. À un moment donné, ça devient un petit peu trop. Et ça crée en fait l'anxiété de séparation, l'hyperattachement. Les deux sont fortement liés, quoi, d'accord. Un chien hyper attaché peut faire l'anxiété de séparation. Oui, forcément. Voilà. Du coup, pour résumer, hein, parce que forcément j'ai fait quelques recherches avant de t'emmener là-dessus, hein, donc moi j'avais trouvé effectivement donc, les changements de routine, tu parlais, hein, du prof, donc les traumatisés, on pense forcément ceux de la LPA, hein, mais il y a d'autres cas, on pense aux chiens de chenil qui sont récupérés et tout ça, mais la LPA est un très bon exemple, et les liens forts, donc ça c'est dans le temps, hein, forcément, le fait que vous soyez tout le temps avec le chien, que vous répondiez à tout et tout ça, et du jour au lendemain vous allez changer vos habitudes parce que soit vous allez trouver du boulot ou autre chose, et puis forcément le chien ne comprend pas et il n'a pas l'habitude, et donc forcément ça crée des conséquences type hyper attachement. J'avais trouvé une autre question, alors moi je me l'étais pas posée et j'ai trouvé intéressante, c'était les chiens de toute race peuvent-ils développer une anxiété de séparation? Ça voudrait dire en fait que en fonction de la race, les émotions changent. Ouais. Bah non, c'est faux. Donc oui, ils peuvent tous créer l'anxiété de séparation. Les émotions des chiens ne changent pas en fonction des races. Voilà. Alors j'avais trouvé, ça va être drôle, j'avais trouvé que, donc oui, forcément toutes les races peuvent créer de l'hyperattachement, mais qu'il y avait des races qui étaient plus disposées dans leurs instincts à ça, et il parle donc forcément des labradors, grands chiens de famille, hein, que vous connaissez sûrement tous, et il parle aussi des chiens de berger, tout type de chiens de berger, il proposait une prédominance de ce type de comportement, enfin de traumatisme ou de mauvais comportement chez ces chiens-là.
Est-ce que ton expérience Non, c'est plus conforte en fait la race du coup va créer un tempérament, une certaine sorte de tempérament. Du coup, forcément, si ton chien est un petit peu plus actif, il va être plus en demande et en prise d'initiative. Mhm. Du coup, en fait, si l'humain fait pas gaffe et répond fortement aux initiatives en ce moment-là, ça peut créer une déviance parce que en fait, le chien va se renforcer automatiquement parce que juste il a du jus. Inversement, sur un petit chichi qu'on veut tout le temps prendre avec nous, eh ben, ça peut créer aussi l'anxiété parce qu'on le prend tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et d'un seul coup, un jour, on ne sait pas pourquoi, là, ce jour-là, on ne peut pas le prendre. Et là, ça peut créer en fait un choc pour le chien. Il peut ne pas comprendre, paniquer et partir sur l'anxiété. Ok, mais ça paraît logique quand tu le dis, c'est vrai que c'est intéressant. Alors question, parce que bon, moi j'ai un chien, hein, bon, ceux qui le connaissent n'y voyez aucun amalgame, c'est de la pure scène. Le mien n'a pas de problème d'hyperattachement. Mais voilà, j'ai un chien, je vois des signes qui ressemblent à ce que tu viens de décrire au début. Quand est-ce que, à ton avis, il faut que j'appelle un professionnel? Parce que, à mon avis, je vais avoir besoin d'aide. À partir de quand je dois appeler un professionnel si je vois ça? En fait, déjà, si mon chien me suit partout dans la maison, je pourrais déjà en fait intervenir à ce moment-là, sans professionnel d'ailleurs, hein, juste en me renseignant, voilà, en mettant en place des choses en fait basiques au quotidien. Parce qu'une fois qu'on tombe réellement dans l'anxiété de séparation, pour en sortir, c'est différent. Le boulot est beaucoup plus fort. Là, si juste mon chien il me suit partout, mais qu'il n'y a pas encore de vocalise, de dégâts, de malpropreté, d'automutilation, bon, on peut encore y remédier assez facilement. Mais souvent, on nous appelle quand ça pose problème. Du coup, quand il y a vraiment le trouble qui est apparu et qui est fort pour le chien, dans la tête du chien. Donc en fait, à ce moment-là, c'est beaucoup plus complexe. Parce qu'une émotion, ça se guérit pas comme on pourrait créer un assez pas bouger. Une émotion, ça prend du temps, il y a beaucoup de variables, et il y a beaucoup de travail dans le temps et en respectant en fait l'émotion du chien, et c'est pas toujours facile. Je sais pas si on va parler après de comment changer, forcément on va en parler, je pense. C'est le sujet d'après. Voilà. Mais du coup, ouais, il faut le faire le plus tôt possible. Et pour ça, il faut s'en rendre compte. Donc encore une fois, c'est mon chien me suit partout. Mon chien ne peut pas rester derrière une porte fermée. Mon chien me suit aux toilettes, me suit dans la salle de bain. Il est toujours en train de me demander des caresses. Il me colle au basque. Voilà, je peux plus me retourner. Je suis en train de faire à manger, je me retourne, il est dans mes pieds. Voilà, ça c'est des prémices. Encore une fois, c'est pas pour ça qu'il va être anxieux, mais c'est des prémices. Il pourrait le devenir. Oui, Et on n'a pas parlé d'un cas aussi, c'est par exemple si, parce que tu parles de mamie là, si mamie en fait elle a son petit chichi dans les bras et qui commence en fait à grogner sur les autres, qui commence en fait à dégager tout le monde, etc., c'est aussi un prémisse de l'anxiété de séparation ou de l'hyperattachement. Parce qu'il est en train de défendre mamie comme si c'était une ressource incroyable, comme si c'était ça a une valeur de malade. Le plus beau trésor du monde. Voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, là, c'est une prémisse où il commence à dire ouais, mais elle c'est ma vie. Donc, en fait, le problème, c'est qu'après, encore une fois, s'il pense ça, ben, le fait de ne plus la voir avec elle en présence, etc., il peut, encore une fois, partir dans tous les sens et créer ce qu'on appelle l'anxiété de séparation. Oui, surtout chez les personnes âgées qui ont ce genre de relation-là et le chien, la personne décède et le chien reste. Ouais. Ça crée des trucs assez chelous et loufoques à voir. Oui, bien sûr. Mais après, c'est surtout, encore une fois, personnes âgées. Pourquoi? Parce qu'elles sont présentes au quotidien. Nous, naturellement, le travail crée un détachement qui entraîne le chien à rester seul. Mais il y a certains cas particuliers où le gars travaille le matin, la femme travaille l'après-midi, par exemple. Et du coup, il y a toujours quelqu'un à la maison. Et d'un seul coup, il change les horaires, il change un truc. Et la variable n'est pas acquise par le chien. Ok. Donc forcément, hein, faire attention à toujours entraîner son chien. Et du coup, ça nous emmène sur le sujet suivant. C'est moi en tant que particulier, du coup, qu'est-ce que je peux faire pour limiter l'apparition de l'anxiété de séparation? Ou si elle est déjà en train de s'installer, comment peux faire pour la réduire, la minimiser, quoi. Donc le but, c'est d'expliquer au chien que l'isolement n'est pas quelque chose de stressant et de négatif pour lui. Parce que l'anxiété de séparation, c'est ça. C'est qu'il croit que quand son propriétaire il part, il y a une émotion de stress qui arrive parce que lui il a envie de la rejoindre. Et du coup, le fait d'être isolé, ça devient quelque chose de stressant et d'anxiogène pour lui. Donc le but, c'est de changer cette idée-là. Pour ça, et il faut au quotidien créer un petit détachement avec le propriétaire pour plus que le propriétaire soit quelque chose d'extraordinaire.
Il faut que l'isolement redevienne positif. Donc pour ça, il faut qu'à chaque fois que je l'isole, je rajoute quelque chose d'exceptionnel et de positif. Alors, quand tu parles d'isolement, là, tu l'as utilisé plusieurs fois. Tu sous-entends quoi? Forcément une cage, Non. un truc? Ah non, ça peut être juste fermer la porte. Quand tu fermes ta maison et que ton chien est à l'intérieur tout seul, Mhm. c'est un isolement, c'est une grande cage. Mais Oui. c'est exactement la même chose, quoi. Tu vois, D'accord. il est en isolement. Donc dans ces situations-là, ça devrait être exceptionnellement positif pour le chien. Donc le départ devrait être quelque chose de très positif pour le chien. Je voudrais que mon chien soit content de me voir partir. Ok, et du coup, comment tu fais ça? Tu balances des croquettes dans toute la baraque pour l'occuper? Est-ce que des croquettes, c'est exceptionnellement positif? Bah, alors moi, non. Non, Mais- j'avoue que je balance des croquettes, ma chienne n'en a rien à faire. C'est Mais, ça. Du coup, il faudrait trouver en fait des outils de mastication, par exemple, exceptionnels. Mhm. Il faudrait trouver un tapis de léchage, il faudrait trouver un jeu d'intelligence, il faudrait trouver en fait un jeu que le chien adore, qu'on Mhm. n'utilise qu'à ce moment-là. Ça pourrait être énormément de choses. Ça dépend du chien. Qu'est-ce que mon chien aime? Quelle est la valeur que je peux utiliser dans cette situation-là? Et je vais la garder que dans cette situation-là pour le rééduquer et pour l'apaiser au maximum. Et j'ai envie que quand je parte, mon chien soit content de me voir partir. Et bizarrement, à l'inverse, j'ai envie qu'il ne soit pas content de me voir revenir. D'accord? Ah, Pourquoi? bizarre ça. Bizarre. Parce que j'ai pas envie en fait qu'ils se disent quand je pars, qu'ils se mettent derrière la porte et qu'ils se disent vivement qu'il revienne. Parce que quand il revient, il va me caresser à fond, il va me faire kiffer. Donc vivement qu'il revienne. Allez, vivement qu'il revienne, vivement qu'il revienne. Cette émotion, d'un seul coup, elle prend le dessus et là, on vient sur les symptômes. C'est-à-dire que vivement qu'il revienne, il se transforme en vas-y, je vais aller le voir moi. Donc il va essayer de passer à travers la porte. Il se transforme en putain, j'ai besoin de ma dose, il est où, il est où, il est où? Je vais aller chercher en fait un vêtement, un truc qui va m'apaiser parce qu'il y aura son odeur, ça va apaiser un peu. C'est je vais monter tellement en stress que je vais me faire dessus parce que je vais l'attendre mais qu'il y a trop de pression, il y a trop d'émotions et j'arrive pas en fait à gérer et je me fais dessus. Tu vois. Et ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être de faire des dégâts encore une fois pour essayer de se décharger et sur un objet où il y avait l'odeur du propriétaire pour essayer de se décharger et de s'apaiser en fait un maximum. Donc nous, ce qu'on veut, c'est que le retour soit quelque chose de très neutre, d'accord? Et que le chien se dise oui, il revient, ouais, bah il revient. Voilà. C'est triste pour l'humain, mais il n'y a que l'humain qui pense que le bonjour est quelque chose d'essentiel, tu vois? En vrai, le chien, il n'a rien à foutre. Hein. Le chien, il se dit pas en fait vivement qu'il me dise bonjour. Il est content de nous revoir, ça c'est normal, d'accord? Mais il se dit juste quand mon humain ouvre cette porte, qu'est-ce qui se passe en face? Si à chaque fois que la porte elle s'ouvre, à chaque fois il y a de l'excitation à fond, tout le monde monte en pression, tout le monde donne de l'émotion d'amour, etc. Bah forcément, dès que la porte elle va s'ouvrir, lui il va attendre qu'une seule chose, c'est que ces émotions-là apparaissent. Et du coup, ça va créer une émotion trop forte, une attente trop forte, et ça va créer en fait un petit peu d'anxiété du coup en absence. D'accord? Oui, c'est de la réponse émotionnelle en fait. C'est C'est juste, la réponse. Voilà. moi je mets du jus, je rentre, je fais la fête à mon chien. Bah lui, il a qu'une seule envie, c'est qu'il arrive. Et le truc, c'est que bah, il attend, il attend, il attend. Bon, je sais pas combien de temps vous attendez. C'est vrai Ouais. qu'on n'est plus dans une culture de patience, mais moi déjà 5 minutes, ça me fait chier. Mm. Mon chien, j'imagine bien qu'au bout de 3 heures, bon, c'est encore pire, Exactement, quoi. Surtout exactement. si je lui laisse rien. Tu parlais des trucs positifs et tout ça. Bon, on parle de bouffe, mais des jouets aussi pour s'occuper et tout. Ben, c'est vrai que passer 3 heures à rien foutre, ça peut aider, quoi. Exactement. Mais du coup, le vrai truc, c'est ça, c'est d'essayer de travailler pour faire en sorte que le fait de rester seul, le fait d'être loin, le fait le fait de prendre de la distance avec son propriétaire, soit quelque chose de positif pour mon chien, soit quelque chose d'agréable. Et le fait qu'il y a mon propriétaire, c'est quelque chose de bien forcément, mais que ce soit pas en lien avec le retour et que le retour soit le plus neutre possible. Et après, bien évidemment, il faut bien sortir son chien. On n'a pas dit, mais bon, ça me paraît tellement logique. C'est sortir son chien en fait avant de l'isoler, jouer avec lui à la balle, faire des choses positives en fait avec lui, le dépenser mentalement et physiquement avant l'isolement pour aussi lui faciliter la vie en absence, quoi. Donc, je lisais dans mes recherches donc sortie et il disait par exemple de pas sortir trop vite après le retour. Je sais pas, tu reviens, t'attends 5 minutes et tu sors le chien. Toi, Ouais. qu'est-ce que t'en penses? Si tu sors vite après ton retour, tu rajoutes une action positive en lien avec ton retour. Ouais. Et du coup, en fait, le chien, quand il te voit revenir, il monte encore une fois en pression. Donc, il attend ce moment-là avec impatience. Et du coup, en fait, encore une fois, ça peut créer de l'anxiété parce que, en fait, tu fais un lien
très positif avec ton retour. C'est pas forcément la caresse, ça peut être la balade, ça peut être jouer à la balle, ça peut être donner des bonbons. Il y en a qui donnent des bonbons, par exemple, tu as été sage, donc je te donne des bonbons. Alors que ça n'a rien à voir, ça crée l'inverse. Du coup, pour en rester sur ça, c'est au bout de combien de temps Enfin, toi, tu estimes, par exemple, là, je rentre, ok, je m'intéresse pas à mon chien, machin, je m'intéresse pas quoi 10 minutes, un quart d'heure Ça dépend de mon chien. Si en fait il force pendant 10 minutes, je vais pas le toucher pendant 10 minutes. Dès qu'il abandonne, Ah non, pas dès qu'il abandonne, parce qu'il faudrait pas que dès qu'il soit calme, je vais le réexciter et je vais le remonter en pression. Mais c'est plutôt j'attends qu'il y ait un déconditionnement en fait entre la porte et mon arrivée et qu'il n'y ait plus de lien. Donc en fait, je vais attendre un petit peu et en fonction du chien, je vais à un moment donné prendre l'initiative de aller bien sûr passer un moment avec lui, mais ce sera sur mon initiative à moi et ce sera aucunement en lien avec la porte d'entrée. Oui, du coup, oui, je sais pas, moi, je prends un exemple, je rentre, je pose mon manteau, machin, je me fais un café si il est 16h30 et que vous avez besoin d'énergie, et puis après seulement je m'occupe de lui, et puis si jamais j'ai un coup de téléphone, c'est tout, j'attends mon coup de téléphone, et puis basta. Et le problème à ce moment-là, c'est l'ignorance, parce que la plupart des personnes ne sont pas capables de faire l'ignorance. Oui, de rentrer, de skipper le chien, aller faire ce qu'on a à faire. L'ignorance, c'est l'ignorance, quoi, tu vois. Ouais. Il y en a plein qui s'arrêtent, qui font dos, qui regardent, qui parlent. Oui, après, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres problèmes, que le chien saute à l'entrée et tout ça. Exactement. Bon, ça, on en parlera peut-être Et dans encore une notre fois, vidéo. c'est des problèmes qui sont liés à la situation. Mm. Pourquoi il saute et pourquoi il s'excite? Parce qu'en fait, on l'a caressé comme un malade. Oui, comme on peut voir dans beaucoup de vidéos où le maître il rentre et puis il vient juste une malade, il caresse à fond et le chien il est dans tous ses états. Il y a même des éduques qui font ça. Il y a certains Pour éduques. faire le buzz. Mais- Mais en fait, c'est juste pour faire du buzz, c'est tout. Parce que ça marche pas, c'est hyper logique. C'est juste ton chien, il vit dans le moment présent. Il se dit que dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Si tu le montes en fait à chaque fois en pression comme un malade, forcément il va sauter, il peut mordiller, il peut aboyer, il peut faire plein de choses. Tous les manques d'autocontrôle, tous les trois que je viens de dire, c'est du manque d'autocontrôle. Et c'est exactement comme ça. Par contre, je veux juste revenir sur comment rééduquer aussi, parce qu'on n'a pas parlé de la durée d'isolement en fait au départ, parce que sur un vrai anxieux, attention en fait de pas me l'isoler, en fait de pas dire tiens je vais le laisser 3 heures. Après la durée d'isolement est une variable, une difficulté. La façon et le moment où on l'isole c'est une difficulté. L'environnement dans lequel on l'isole c'est une difficulté. Les personnes qui partent, le nombre de personnes qui partent, la façon dont on part c'est une difficulté. Il y a plein de variables et c'est pour ça que l'anxiété c'est dur parce qu'il y a plein de variables qui peuvent faire déclencher le chien. Si un jour je pars en panique parce qu'il y a quelqu'un qui est parti à l'hôpital ou je ne sais quoi et que moi je pars en panique, il y a mon chien qui va déclencher beaucoup plus rapidement parce que je vais lui foutre en fait un stress de malade en fait au départ alors que je devrais foutre du positif et moi je vais mettre du stress quoi. Et du coup la durée d'isolement doit se faire intelligemment en fonction du chien, en fonction des propriétaires, en fonction de l'intensité de l'anxiété, en fonction de plein de choses. Du coup, pour être plus clair, parce que moi je suis un peu bébé, tu vois, on me dit ça. Quelle est la durée sur laquelle tu commencerais toi? 5 minutes. 5 minutes? 5 minutes. S'il hurle, il tape la porte, il fait n'importe quoi, et ben dans ce cas-là, je reste sur mes 5 minutes. Une fois que j'ai stabilisé mes 5 minutes, je passe en fait à 10, 15, 20 et j'augmente la difficulté au fur et à mesure. Jusqu'à passer 1 heure déjà en présence. Il faut déjà que la plupart des gens soient capables de fermer une porte pendant 1 heure. Juste fermer, tu commences, tu le mets dans une autre pièce ou là où il y a son panier, histoire qu'il y ait un truc sympa. Exactement. Tu balances ta free ou ton truc de mastication et tu te mets dans l'autre pièce et tu fermes la porte entre les deux. C'est ça. Et 5 minutes. Déjà 5 minutes et après on augmente la durée. Il faut déjà que ça ce soit viable en présence. C'est-à-dire que moi je reste dans ma maison. Oui. Parce qu'après prendre les clés à la voiture, fermer la porte d'entrée, démarrer la voiture, etc., mettre le blouson, tout ça c'est des variables. Le chien sait que ça va pas être la même chose. Le problème dans ce genre de cas, c'est que en fait la personne va s'entraîner après notre venue à 5 minutes, 10 minutes, etc. Mais d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont au boulot. Et puis là, ils partent 5 heures d'affilée, 4 heures. Donc puis ils recréent une émotion forte de stress. Et du coup, en fait, ils sont repartis à zéro. Ouais. Donc c'est là où il y a la solution papy-mamie. Ouais, d'appeler les parents pour venir à la rescousse, quoi. Là, je suis obligé. Parce que sinon, je remets une séquence de stress dans mon apprentissage et du coup, je reviens en fait en arrière. Donc, le seul moyen, c'est de garder cette ligne-là et d'augmenter la durée au fur et à mesure.
mais en étant raisonnable et en utilisant des outils qu'on peut mettre en place au quotidien pour faciliter la vie du chien. Et j'avais pas prévu cette question, mais je la trouve intéressante à ce moment-là parce que moi j'avais eu des clients donc qui avaient eu un chien, qui ont un chien qui faisait une anxiété de séparation, je vais en sortir assez forte. Et ils m'avaient parlé donc du babyphone, qu'ils avaient des amis qui utilisaient ça. Toi, t'en penses quoi du babyphone où on peut parler en fait pour qu'à distance on puisse avoir la voix pour calmer le chien. C'est comme la télé, c'est comme la lumière, c'est comme la musique. Pour moi, le babyphone, c'est pareil. C'est-à-dire que ça diminue la difficulté pour le chien, encore que. Faudrait pas que ça crée un conditionnement. Ouais, que toutes les 5 minutes, on mette Qui de la aboie, voix, tu vois, qu'après, sans faire esprit, il crée le mauvais comportement pour qu'on puisse lui parler, le rassurer, etc. Si c'est fait avant, même si au départ, ce sera des dégâts émotionnels, ce ne sera pas forcément la réflexion. Donc, mais au fur et à mesure, il pourrait faire un lien entre quand je fais ce comportement-là, il y a quelqu'un qui me parle et ça me rassure, ça me fait du bien, quoi, d'accord ? Mais non, si c'est fait en amont, ça peut être intéressant. C'est comme le distributeur de croquettes à distance, etc. Ça peut être intéressant de faire ça. Mais non, ça dépend du chien, de comment c'est fait, à quel niveau il est, de comment il réagit à ça, parce qu'il y a plein de variables. S'il réagit mal, en fait, je ne vais pas l'utiliser. Si je vois que ça fait l'inverse, parce que je ne sais quelle raison, le chien, ça le stresse encore plus parce qu'il cherche encore plus son proprio. Ouais, ça sert à rien. On ne sait pas, en fait, la variable que ça va créer, en fait, à ce moment-là, tu vois. Donc ça, c'est que du test à faire. C'est pareil. Il y a vraiment, en fait, on n'a pas parlé, mais le fait de filmer la situation qui est essentiel, de filmer de l'absence. À quel moment il déclenche ? Ouais, est-ce que je pars, il pète un plomb, il pète un plomb direct. Est-ce que là, on est dans l'anxiété ? Est-ce qu'en fait, c'est juste, il tourne pendant 1h30, il fait sa vie, etc. Et au bout d'une heure et demie, d'un seul coup, il pète un plomb. Ça, c'est différent. C'est pas de l'anxiété. Ouais, c'est juste de l'ennui. Tu vois, il s'emmerde, en fait, il sait plus trop quoi faire. Mais l'anxiété séparation, ça va être, l'émotion va monter tellement vite que ça va être au départ, quoi. Tu vois ? Oui, c'est je ferme la porte et direct ça gueule, ça part direct, en steak, en fait, voilà, l'émotion, elle monte en tout cas. Ouais. Mais déjà, si mon chien se couche juste derrière la porte, déjà, encore une fois, c'est un prémisse. Non. Ouais, d'où l'intérêt de filmer au moins une fois pour voir ce qui se passe, soit avec une caméra de babyphone, du coup, pourquoi pas, si on en a un, qu'on a des gosses, ou avec son téléphone qu'on pose vite fait, on sort 5 minutes et puis on rentre, quoi. Et c'est pour ça que la cage et le parc chez le chiot permettent d'éviter ça. Parce que naturellement, tu l'obliges à prendre de la distance, à se détacher, etc. Même si, encore une fois, il faut faire l'apprentissage positif à côté, en même temps. Faut pas envoyer balayer le chien dans le parc et puis l'oublier pendant 1 heure, quoi. Au-delà de tous les autres bénéfices du parc et de la cage, mais on va pas faire un débat là-dessus. Du coup, le parc et la cage là servent à juste créer l'éloignement physique entre les deux. On pourrait faire la même chose avec une pièce où on le met dans le couloir, on ferme pendant 1 heure, mais c'est à viser d'entraînement plus que de juste le punir, quoi. Et les symptômes sur un chiot, ce sera des dégâts. Donc s'il essaie de bouffer sa cage, son parc, etc., en fait, c'est pas... Oui, ça limite, c'est pas la porte en bois qui vaut 2000 balles. C'est ça, parce qu'en fait, il y a ça aussi. Ton chien, tu sais qu'il fait des dégâts quand tu pars. Bah, toi, quand tu pars, t'es pas serein. Tu lui envoies en fait une émotion dans la tronche. Sois sage, fais pas le con. Fais pas de dégâts, commence pas. Oui. Là, tu commences déjà à lui envoyer du stress et de l'émotion dans la tronche, en fait, alors que la situation, elle s'est même pas encore passée. Donc, en fait, ça crée l'inverse. Ouais, et puis peut-être... alors, moi, je sais que je l'ai fait tout de suite quand j'ai eu mon chien, mais je sais pas pourquoi, j'ai des clients qui m'ont... C'était pas dans leur esprit, mais c'est toujours mettez le chien dans une pièce où il y a le moins de risques de dégâts ou des trucs les moins importants possibles. Si vous avez un salon où vous avez une sculpture de 1 million de balles, laissez pas le chien dans cette pièce-là ou mettez-le dans une pièce où il n'y a pas grand-chose. Dans un couloir, en général, les couloirs, c'est là où il y a le moins de choses. Parce que sinon, vous allez dég. Et là, pour le coup, c'est votre réponse émotionnelle, à mon avis. Enfin, moi, 1 million, une sculpture à 1 million, il me le casse. Ma réponse émotionnelle risque d'être... Si t'en as 1 million, c'est que t'as des millions. Mais je pense qu'émotionnellement, dans tous les cas, je pète un plomb, quoi. Pour les vacances, c'est pareil, tu vois. Tu dis, vas-y, on va au restaurant, à la piscine. Ouais, bah oui. Mais on a le chien là, on fait comment ? On le laisse tout seul dans le mobil-home, vraiment ? Ouais. Dans le chalet ? Ouais. Tu vois, déjà, tu trouves une pression. C'est pareil, si c'est pas resté tout seul, que t'as un chien qui fait de l'hyperattachement et que tu l'emmènes en vacances. Bah, tu dois rester avec lui tout le temps. Ouais. Du coup, tu lui apprends pas à rester seul vu que tu restes tout le temps avec lui. Donc, c'est un cercle vicieux. Mais c'est pas en vacances qu'il faut travailler. C'est ça. Mais voilà. Ok. Alors, j'avais une question parce que je l'ai lu aussi. T'as plein de questions. J'ai plein de questions. Je m'arrêterai jamais. Non, mais c'est un sujet riche et je trouve qu'on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se disent aussi sur le sujet. Et notamment, je lisais donc des
des antidépresseurs pour chiens, des médocs pour chiens pour que ça Tu vas calme. vraiment Qu'est-ce me que toi, lancer sur ce sujet-là. Non, mais sans Euh, rentrer dans les détails, parce que c'est vrai qu'on n'est pas vétérinaire, il faut bien le mm. comprendre. Alors Ouais. toi, tu as fait quand même, on peut bosser en cabinet vétérinaire, mais moi pas du tout. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses au niveau éducatif, tu vois, et même pour le chien, pour son bien-être et tout. C'est un complément qui peut apaiser et faciliter la rééducation. Maintenant, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant à juste utiliser cet outil-là, mais vraiment pas. Parce que en fait, dès qu'ils vont arrêter, peut-être que ça va marcher sous cacheton, mais que si ils font pas de travail éducatif à côté, quand ils vont arrêter les cachetons, ça va recommencer. À part si eux, ils ont changé leur attitude, mais encore une fois, ils n'ont pas fait de travail éducatif, donc ils n'ont pas changé leur attitude. Du coup, ça va partir. Donc, il va être sous cacheton toute leur vie. Mais non, moi, j'utilise jamais, tu vois. Ouais, t'es jamais arrivé chez un client en disant, ok, là, vous allez voir le veto et vous le foutez sous cacheton. T'as jamais fait ça Non. Non. Ouais, mais enfin, je sais pas. Moi, c'est pas ma vision, quoi, tu vois. Ouais. C'est à moi en tant que c'est ma responsabilité à moi de changer les choses, de mettre mon énergie à moi pour changer les choses. C'est pas un cacheton en fait chimique qui doit changer mon chien, quoi, tu vois. C'est débile en fait. C'est encore une fois croire en fait que c'est productif de faire ça alors que pas du tout. Enfin, pas dans mon cœur. Mais ça peut aider chez des gros qui cas. Se bouffent. Dès qu'ils ouais. se bouffent les pattes, enfin là Ouais. tu disais les léchages ou la queue, on l'a déjà vu aussi. C'est ça. Ça pour peut aider apaiser. juste au moins pour pas qu'ils C'est ça. détruisent le chien. Mais quoi. c'est dans des cas particuliers, avec grand plaisir en fait. Enfin, avec grand plaisir. Ils peuvent être aidés, tu vois, pour apaiser en fait le chien à ce moment-là avec des cachets. Encore, faut avoir les cachets. Et après, en fait, voilà. Mais c'est plus de l'investissement en fait humain en fait qu'autre chose. C'est de la réponse à la phase aiguë, on va dire, pour commencer la rééducation sans que le chien il se mette dans tous ces états aussi. Quoi. C'est plus ça que de le mettre sous cacheton à vie pour être tranquille. Bon, au-delà du prix, c'est pour le chien. Quoi. Ouais. Pour moi, mettre un dépressif sous antidépresseur, en fait, ça corrige rien. Mais après, c'est ça, débat, tu vois. Il y a plus besoin de joie, de vivre et d'émotion et d'action dans sa vie que de confirmer en fait sa dépression en le rendant encore moins motivé. Tu vois, ça va rien aider du tout. Après, ça, c'est ma vision à moi, c'est mon cœur à moi. Oui, ça n'a rien à voir avec, tu vois, mais moi, je suis pas comme ça. Donc moi, si je suis pas comme ça dans l'éducation et dans la rééducation, je vais pas être comme ça non plus. Je vais plutôt engager les gens à mettre de l'énergie et à rentrer en action pour changer les choses. Et là, ça va être différent. Et là, ça va marcher. Mais bon. C'est du boulot. Ça se fait pas en 2 minutes. C'est du boulot, mais voilà. Et après, forcément, la question qui tient tout le monde en haleine, j'espère, c'est de savoir si on en guérit en fait de ça, enfin si les chiens en guérissent totalement ou pas de cette anxiété de séparation, parce que c'est long quoi. Ça se fait pas en 2 minutes, ça c'est clair. Mais est-ce qu'ils en guérissent totalement ou est-ce que ça laisse quand même des marques? Ça veut dire quoi guérir? Qu'est-ce qu'on sous-entend par guérir? On va reprendre une vie normale quoi. Dans ce cas-là, oui. Oui. Mais si il a une fragilité en fait sur ça, tu vois. La vie. J'ai un cas là en tête. Le chien abandonné pour cette raison-là en LPA. Donc le chien, pour que moi je comprenne, il a été abandonné à cause de son anxiété. Voilà. Et du coup, il s'est retrouvé à la LPA. Exactement. Ok. Réadopté. Ok. Ces nouveaux propriétaires-là m'appellent parce qu'ils ont su que je suivais ce chien. D'accord. Pendant 2-3 mois, rien du tout. Il se passe rien. Ouais. Ils craquent. Ils prennent dans le lit. Ils prennent dans le fauteuil. Tu vois, des conneries, tu vois. Mais moi, je savais qu'il y avait une fragilité. Ils craquent. Depuis, redéclenché. Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Ouais, donc en fait, pendant 2-3 mois, ils ont normal. Enfin, voilà, ils ont comment dire, créé du détachement. Ils ont vraiment essayé d'avoir une vie. Le chenil a créé en fait un détachement fort. Parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi une solution qui est faite des fois par certains éducateurs, c'est d'aller mettre le chien en chenil pendant 15 jours. Ouais. Pendant ça là, tu travailles les humains et tu leur demandes d'avoir le bon comportement en retour. Ouais. Et au retour, ils ont une neutralité. Et ça marche. Ouais, parce que le chien, ça fait 2 semaines qu'il n'a pas vu les proprios. Il se dit, oh là, vas-y. C'est surtout que là, du coup, il a fait un reset. Ouais, c'est ça. Il a fait un reset. Tu vois, pendant 15 jours, il était solo. Là, il a pu faire des dégâts, hurler, faire tout ce que tu veux. Ça ne marchait pas. Donc, en fait, il a dû s'adapter et faire un autre comportement. Après, encore une fois, faut pas faire ça sur des gros anxieux parce que sinon, ça ne marchera pas. Tu vois. Il va se bouffer. Mais c'est ça. Mais il y en a qui ont résolu ça en fait en faisant ce genre de technique, tu vois, que je comprends, mais qui est un peu barbare. Nous, on fait pas ça. Mais dans le principe, pour le LPA. Et du coup, le LPA, c'est ce qui se passe. Tu vois, le chien il était pendant 1 mois là-dedans. Du coup, il a pu se décharger, faire tout ce qu'il voulait.
Ça changeait rien, il n'y a pas eu de conséquences en fait. Le maître là-dessus. n'est pas revenu. C'est ça. Du coup, à un moment donné, il a changé de comportement. Du coup, quand il a été adopté, il pensait plus à ça. Mais il y a une fragilité. Du coup, dès qu'il y a eu l'émotion qui est revenue, hop, et là c'est reparti. Et maintenant, ils sont encore dans l'anxiété, qui est devenue aléatoire en fonction de comment ils se comportent, etc. Ils sont pas assez conscients. C'est pas une critique, mais ils sont pas assez conscients en fait de ça, tu vois. Oui, bah, eux, ils étaient en mode oh, c'est bon, tout se passe bien, on va lâcher un peu de mou. Et ils lâchent, ils n'ont pas pris conscience de la fragilité du chien. Voilà. Et du coup, le chien est retombé dans ses travers. Et là maintenant, c'est mort. Et là maintenant, du coup, à corriger, ils vont traîner ça pendant un moment, quoi. Il faut qu'il rechange le comportement, mais c'est dur. C'est dur. Mais après, c'est juste ça. Mais après, tant qu'il trouve l'équilibre, tu vois, pour pouvoir vivre, ça, voilà. Oui, c'est tout. Mais c'est juste que des fois, il gratte la porte, des fois, il hurle. Voilà. Ouais. Après, il s'automutile pas, il est pas mal propre. Donc voilà, mais après, gratter la porte, c'est toujours chiant. Et hurler, c'est toujours chiant aussi. Et pour le chien aussi, d'ailleurs. Hein. C'est-à-dire qu'il repart dans une panique. Mais dès qu'il est avec ses proprios, il est cool. Nickel, tu vois. Nickel. C'est dès qu'il est tout seul. C'est dès qu'il est tout seul. Forcément. Pour terminer, j'ai noté donc, dans mes recherches quelques petites questions, soit qui sont amusantes, soit que j'ai trouvées très, très intéressantes et qui ne sont pas forcément très longues à débattre. Ok. Mais est-ce que tu penses que prendre un deuxième chien est favorable à réduire l'anxiété de séparation? Un deuxième chien adulte ou un chiot? L'un ou l'autre, je n'ai pas précisé. Mais... Un chiot, je crois pas du tout. Non, je crois pas. Un chiot, ça marchera pas, je pense pas. Il y a peu de chances pour que ça fonctionne parce que déjà le chiot va être hyper attaché au premier chien. Il va copier le premier chien. Et si le premier chien envoie des émotions négatives et de stress, le chiot aura tendance à faire ça. Et en plus, ça veut dire que l'humain va pas changer son comportement. Donc il va avoir deux chiens anxieux. Prendre un chien adulte, stable émotionnellement, bien codé, détaché. Si l'humain change de comportement, ça pourrait marcher parce que le premier chien va kiffer l'autre chien adulte et se focaliser dessus. Comme ça pourrait marcher, mais à moins un pourcentage pour un chiot, mais pour un chien adulte, ça peut marcher un petit peu plus, mais encore que il y a trop d'aléatoires. Non, pas... Non, t'es chiant avec tes questions. Non, ça sert pas à grand chose, quoi. C'est prendre un risque pour toi, pas forcément utile. Encore une fois, il n'y a pas de vérité absolue, tu vois. Ça pourrait fonctionner dans certains cas, mais il faut voir le chien. Tu me dis, ouais, mon chien, par contre, quand il voit un autre chien, il kiffe, il adore, c'est sa vie. Ouais, mais dans tous les cas, pas un chiot, parce que sinon il va prendre modèle sur l'adulte. Pas un chiot trop risqué. Un adulte, pourquoi pas, mais voilà, c'est très cas dépendant. Bien sélectionné, bien réfléchir, un chien bien stable, bien codé, et encore, tu vois, on pourrait en débattre. Hein. Ouais, mais du coup, toi, t'as un client qui te dit, voilà, j'ai un chien, il fait de l'anxiété de séparation, je vais en prendre un deuxième, tu lui dis quoi? Moi, je lui dis, tant que toi, tu changes pas ton comportement, en fait, tu peux essayer de mettre des cachetons, tu peux essayer de prendre un chien, tu peux essayer de pas travailler si tu veux. Ça va marcher. Mais ça va pas marcher. Tu vois, mais tant que toi tu changes pas ton comportement, en fait, ça marchera pas, quoi, tu vois. Donc voilà. Deuxième question, celle-là elle m'a fait rire. Est-ce que des séances de dressage classique, donc j'entends comme on voit beaucoup dans les clubs qui font beaucoup de assis couchés machin, peuvent réduire l'anxiété de séparation? Ah, j'ai fait bugger. Attends, j'essaie de trouver une réponse où je pourrais dire oui. Mais parce que là, j'ai envie de dire non, forcément, direct, aucun rapport. En plus, tu dis dressage, tu dis pas obéissance. Ah ouais, non, vraiment, là, c'est... Si tu dis dressage avec bonbons et tout, non. Ça peut même renforcer, tu vois. Mais obéissance, ça pourrait. Alors, du coup, pour les auditeurs qui savent peut-être pas, mais tu fais le distinguo entre dressage et obéissance, c'est quoi la différence pour toi? Pour moi, obéissance, c'est que tu mets le chien dans une situation où il comprend, mais il n'a pas envie de faire ce comportement-là. D'accord. Et il doit se contrôler, il doit t'obéir, il doit t'écouter, il doit se concentrer, il doit faire des efforts. Dressage, c'est j'apprends à apprendre. C'est du fun, c'est du positif. Tu tournes le doigt, il tourne, c'est cool, quoi. Mais ça, tu fais du tricks avec ton chien, tu peux renforcer l'attachement et le lien. Ouais, ce sera même encore pire, du coup. Ça peut être pire. Ouais. Tu fais de l'obé, tu crées une relation un petit peu plus dure, un petit peu plus détaché, où le chien doit plus se concentrer, il doit réfléchir, il doit contrôler ses émotions. Ça peut pas...
Attention, ça peut pas changer l'anxiété de séparation. C'est pas parce que tu fais du pas bouger que ton chien il va arrêter d'être anxieux en fait en absence. Ça n'a rien à voir. Mais par contre, tu pourrais par exemple faire un pas bouger, disparaître et revenir. Donc tu lui apprends à gérer l'émotion Du départ. Tu vois, par exemple. Mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être autonome en absence et de faire les bons choix en absence tout seul. Ça n'a rien à voir avec l'émotion, quoi, tu vois. Ouais. Mais on pourrait faire du contrôle pour faciliter un peu, mais bon, tu pousses des trucs. C'est pas forcément utile au quotidien, enfin, de faire. Si, pour la gestion des Oui, émotions, mais tu vois. ouais, global. Et puis la relation, quelle relation tu vas avoir. Mais c'est au pas quotidien. ça qui va traiter la Non. problématique de l'anxiété de séparation. C'est pas ça qui va traiter le fond de la problématique de l'anxiété de séparation, pas du tout. Autre petite question. Alors moi je connaissais pas du tout. Je savais pas que ça existait, mais d'utiliser des diffuseurs de phéromones. Je crois que tu en as parlé un peu plus tôt. Adaptil, ouais. Est-ce que c'est vraiment efficace pour ce genre de cas-là? Non. Pour une anxiété de séparation, non. Ouais. Pas du tout. Non. Non. Ça sert à Bon, rien. vous pouvez, si vous avez de l'argent à perdre, vous pouvez le mettre. En Oui, vrai, bien sûr, on vous empêchera pas de le en faire. vrai, voilà. Encore une fois, je dis non. Il faut que je reste quand même mesuré, tu vois. Ça peut marcher sur une toute petite. Ouais, C'est sur pas- des cas. mais du coup, c'est pas l'anxiété de séparation. Sur des cas très périphériques. Ouais, mais c'est pas l'anxiété de séparation du coup. Tu vois, ça peut marcher sur un petit chou qui vient d'arriver et encore que. Tu vois. Mais du coup, tu l'habitues à tout le temps avoir cette odeur-là, machin. Enfin, c'est peut-être pas ouf, quoi. Bah non, mais tu peux diminuer la difficulté du coup. Ah oui, Tu vois, tu peux diminuer la difficulté pendant 3-4 jours en utilisant ça et après tu l'enlèves au fur et à mesure. Du coup, ça peut être intéressant. Mais Ouais, mais encore une fois, chez le chiot, tu disais tout à l'heure, c'est pas encore de l'anxiété de séparation. c'est pas l'anxiété de séparation. Mais jamais de la vie. C'est trop faible. Les chiens âgés sont-ils plus sujets à l'anxiété de séparation que les jeunes? Par expérience, je dirais que oui. En fait, la vraie anxiété de séparation, c'est sur les chiens âgés. Ouais. Tu vois. Alors, âgés, toi, à partir de quel âge tu vas déterminer qu'ils sont âgés? Enfin, dire qu'ils sont âgés. 2 ans, 1 mois, 2 jours et 3 heures. Très à peu précis. près. Très précis, donc. Non, mais je sais pas. En fait, à partir de, tu vois, un chien adulte, pour moi, c'est un chien de 3 ans. Un chien de 3 ans, en fonction de ce qu'il a vécu avant, il peut créer de la vraie anxiété de séparation. Encore une fois, il y a plein de variables, tout ce qu'on a parlé avant. Oui, bien sûr. Mais je pense que là, ils peuvent vraiment être dans l'anxiété de séparation, une vraie anxiété. Ok. Et là, pour sortir de ça, Chaud. là, c'est plus chaud. Ok. Et tac. Donc ça, on en a parlé. Ah ouais. Et la petite dernière que j'avais notée, c'est est-ce que les chiens anxieux et donc forcément qui font de l'anxiété de séparation peuvent-ils montrer de l'agressivité sur leur propriétaire? Oui, bien sûr. Ils peuvent en fait les bloquer par exemple en porte de sortie. Ouais. Ça existe. Il se met devant la porte et il t'empêche de il sortir. empêche de sortir. Ça existe. Il pourrait en fait, ça pourrait aussi créer du conflit. C'est-à-dire, tu t'entraînes, tu fermes la porte, ton chien sort sur la porte, toi tu pètes un plomb, tu ouvres, t'en as ras-le-bol, tu lui gueules dessus, lui il comprend pas, tu le touches, ils se mettent tous les deux dans un état émotionnel super haut, ça peut partir dans tous les sens. Ça peut défendre, du coup. Alors, pas sur le propriétaire, du coup, mais ça peut défendre. Ouais, genre j'ai un invité, j'ai mon pote qui vient, Voilà, mon chien fait de sur l'anxiété toi. de séparation, mon pote rentre et direct il le chasse. Du coup, c'est plus de l'hyperattachement, quoi, tu vois. Ouais. Il peut en fait, c'est plus de l'hyperattachement que de l'anxiété de séparation, mais pour moi, les deux sont très liés. Mais du coup, en fait, c'est plus d'hyperattachement. Mais il pourrait défendre, comme a dit Mavi tout à l'heure, où ils vivent qu'à deux. Le chien est toujours avec elle. C'est devenu une valeur à ses yeux de malade. En plus, il a peur de tout le reste parce que c'est un petit chichi, donc il a peur de plein de choses. Bah alors là, ouais, c'est ça. Je vais voir grand-mère, elle a son chichi sur elle là dans son canapé. C'est ça. Et en fait, le chichi, il aboie tout le temps. Dès que j'approche, il me dégage en fait parce que voilà. Mais bon, là, il y a plein de défauts. Il n'y a pas il y a d'autres choses que l'hyperattachement. l'hyperattachement, Bref, l'anxiété. mais dans le principe, ça pourrait. Voilà. Et après, effectivement, l'empêcher d'avoir sa liberté. C'est-à-dire de pouvoir revenir sur moi, ça pourrait créer en fait de l'agressivité parce qu'il défend cette ressource-là et si l'émotion est vraiment forte, il peut s'en faire exprès monter très très haut et devenir en fait un petit peu assertif parce qu'il a fortement envie de revenir sur moi et qu'il y a quelqu'un ou moi qui l'empêche. Ok. Voilà. Bah écoute,
Moi, j'ai plus de questions. Enfin, en tout cas, sur ce C'est sujet-là, sûr, j'ai fait un peu le tour de tout ce qui m'intéressait moi. Ok. J'espère que, du coup, vous auditeurs, ça vous aura aidé, que toutes ces questions vous ont permis de mieux comprendre en fait ce que c'est que l'anxiété de séparation chez le chien, bien sûr. Chez le chien, on fait pas l'humain. Ouais. Et puis, bah, merci du coup pour ton Merci à toi. expertise. Merci à toi. Et puis, du coup, on se dit à bientôt pour d'autres podcasts. Si ce format-là vous a plu, je vais le dire, mais n'hésitez pas à liker, vous abonner, mettre des commentaires aussi. Si on n'a pas traité des questions qui vous auraient intéressé, auxquelles on pourrait répondre en commentaire, n'hésitez pas à le faire en fait. Comme ça, on prendra le temps d'y répondre. À nous suivre. Et puis, on se dit à bientôt dans ce petit setup tout nouveau, tout frais, en espérant que ça vous a plu aussi. On est bien, on était très bien. Ouais, moi j'ai bien aimé mon petit café et tout. J'ai bien aimé. C'était très Et propre. puis, du coup, à la semaine prochaine pour de nouveaux podcasts. Salut. Salut.